150 personnes me regardaient pendant que ma propre fille me barrait le passage à la porte de l'église en me disant que je n'avais rien à faire au baptême de mon unique petit-fils. Je m'appelle Arlette, j'ai 68 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour leur offrir tout ce qu'ils voulaient, mais ce jour-là j'ai compris que pour eux, je n'étais qu'un distributeur automatique avec des jambes. Ce qu'Agnès ignorait, c'est que les distributeurs automatiques ont aussi un bouton d'annulation, et j'étais sur le point de l'appuyer de toutes mes forces. Ce matin-là, je m'étais levée avant le soleil. La maison était silencieuse, ce grand silence froid qui s'installe quand on devient veuve et que les enfants s'en vont. Mais aujourd'hui, le silence ne me dérangeait pas, au contraire, il me semblait plein d'espoir. C'était le grand jour, le baptême de Théo, mon petit-fils, mon adoration, ce petit bout de ciel arrivé dans notre famille, il y a 6 mois. J'ai passé 1 heure devant le miroir à me préparer. Je m'étais acheté une robe bordeaux magnifique en tissu fin, une de celles qui coûtent les yeux de la tête, mais qu'on paie avec plaisir parce que l'occasion le mérite. Je me suis coiffée avec soin et j'ai mis le collier de perles que mon défunt mari Bernard m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Je suis arrivée à l'église Saint-Maurice d'Annecy. Il y avait beaucoup de monde dehors, des voitures luxueuses, des gens très bien habillés que je ne connaissais pas du tout. J'ai cherché des visages familiers, mais je n'ai vu personne de mon côté de la famille. Étrange. J'ai monté les marches en pierre avec difficulté, car mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. La musique de l'orgue commençait déjà à jouer à l'intérieur. Quand je suis arrivée sous le porche, j'ai vu ma fille. Agnès était ravissante dans une robe ivoire, les cheveux relevés. Elle tenait Théo dans ses bras. Alain, son mari, était à côté d'elle en train de discuter avec un groupe d'hommes en costume. J'ai avancé vers eux avec un sourire jusqu'aux oreilles, prête à les embrasser. Agnès s'est retournée. Son sourire s'est effacé en une fraction de seconde. Ce n'était pas un regard de bienvenue, c'était un regard d'agacement. Elle a marché rapidement vers moi, m'interceptant avant que je puisse atteindre la porte principale. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» m'a-t-elle demandé à voix basse mais dure. Je suis restée glacée. « Comment ça, qu'est-ce que je fais là ?»« C'est le baptême de Théo. Je suis sa grand-mère. » Agnès regardait autour d'elle nerveusement, comme si ma présence la gênait devant tous ces inconnus. « Maman, écoute, il y a eu un problème de logistique. L'église est petite. On a dû faire des choix. Alain a invité ses associés, des investisseurs, des gens importants qui peuvent nous aider à monter en niveau social. Il n'y a pas de place pour toi. » J'ai senti un nœud glacé dans mon estomac. Je pouvais rester debout, au fond ? Non, maman, a-t-elle coupé. Ça ferait mauvais genre. Et à la fête non plus, il n'y a pas de table pour toi. Tu ne connais personne. Tu vas t'ennuyer. C'est mieux que tu rentres te reposer. 150 personnes, 150 inconnus qui allaient manger ma nourriture et célébrer avec mon argent pendant qu'on me chassait comme une mendiante. J'avais payé le domaine de la Combe, le banquet, la robe de baptême en lin de Théo. Tout. J'ai regardé ma fille dans les yeux. « D'accord, ma fille », ai-je dit d'une voix étonnamment calme. Agnès a semblé soulagée. Elle m'a fait une bise rapide dans le vide et elle est entrée dans l'église. Les grandes portes en bois se sont refermées. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis restée là, seule, sur le parvis de pierre. Le soleil de midi me frappait le visage, mais je ressentais un froid glacial dans les os. J'ai descendu les marches lentement. Je n'ai pas pleuré. Mes yeux étaient secs, arides comme un désert. Pendant le trajet en taxi vers la maison, je n'ai pas pensé à la tristesse. La tristesse est un luxe que je ne pouvais pas me permettre à ce moment-là. J'ai commencé à penser aux chiffres. Toute ma vie, j'ai été commerçante. J'ai commencé en vendant des fromages sur les marchés et j'ai fini propriétaire de 3 fromageries artisanales et de plusieurs locaux commerciaux dans le centre d'Annecy. Je suis devenue veuve jeune et j'ai bâti cet empire toute seule en élevant Agnès. Elle n'a jamais su ce que c'était de se lever à 3 heures du matin pour réceptionner le lait des producteurs, ni de négocier avec les fournisseurs, ni de compter les pièces pour payer l'électricité. Elle n'a connu que les écoles privées, les vêtements de marque, les vacances au ski. Peut-être que c'était mon erreur. Je lui ai tout donné tout cuit. J'ai élevé une incapable avec des goûts de reine. Et Alain
Alain était un parasite avec un diplôme universitaire qu'il avait épousé parce qu'il sentait l'odeur de l'héritage. Je suis arrivé chez moi. J'ai enlevé mes chaussures à l'entrée et je suis allé directement dans mon bureau. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir qui appartenait à Bernard. J'ai regardé l'horloge, il était 12h30. La messe durerait 1 heure. La réception au domaine de la Combe était prévue pour commencer à 14h. J'avais 1h30. J'ai cherché mon vieux carnet d'adresses en cuir noir, celui qu'Agnès me disait toujours de jeter parce que tout est dans le portable maman. Mais dans ce carnet se trouvaient les numéros qui comptent vraiment. J'ai cherché la lettre D. Dumont, Maître Dumont. J'ai composé le numéro. Maître, c'est Arlette, ai-je dit. Il y a eu une pause. Dumont gère mes comptes depuis 30 ans. Il me connaît mieux que personne. Il sait que si je l'appelle un samedi à 7h, ce n'est pas pour bavarder. Madame Arlette, quel plaisir. Il s'est passé quelque chose? Je croyais que vous étiez au baptême de votre petit-fils. Il y a eu un changement de programme maître. Je ne suis pas au baptême. Je suis chez moi et j'ai besoin de faire des mouvements urgents. J'ai besoin que vous annuliez le virement pour le domaine de la Combe, le gros virement, le solde final du banquet. Annulez aussi le paiement à l'organisatrice d'événements. Je veux que toutes les cartes bancaires supplémentaires qu'a ma fille à mon nom soient bloquées immédiatement, absolument toutes. Compris? Je le fais depuis l'application de la banque tout de suite. Autre chose? Oui. Vous vous souvenez du local commercial de la rue Royale? Celui qu'Alain utilise pour son cabinet de conseil? Préparez un congé pour reprise, qu'il soit prêt pour lundi à la 1h. Le prêt à usage est terminé. S'il veut un bureau, qu'il le paie. Et appelez Lionel, le gérant du domaine. Dites-lui que le paiement ne sera pas effectué, que s'ils veulent être payés, qu'ils facturent un les autres, Monsieur Alain et Madame Agnès. J'ai raccroché. Je me suis préparé un café bien fort et je me suis assise à ma table de cuisine. Mon portable a commencé à sonner. Agnès, puis Alain, encore Agnès. J'ai mis le téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre la table. J'ai débranché le téléphone fixe. Je suis allée dans ma chambre, j'ai enlevé ma robe de fête et j'ai mis ma robe de chambre préférée. Je me suis couchée et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi avec le sourire aux lèvres. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière du dimanche entrait doucement par les rideaux. Mon horloge biologique m'a réveillée à 6h du matin, habitude de vieille fromagère qui ne se perd jamais. Je me suis levée, j'ai mis mes pantoufles et je suis allée directement à la cuisine. J'ai rebranché le téléphone fixe. Presque aussitôt, la lumière rouge du répondeur s'est mise à clignoter frénétiquement. 22 nouveaux messages. J'ai regardé mon portable qui était toujours face contre la table. 53 appels manqués, des centaines de messages. Je me suis préparé une tisane de tilleul avec du miel, avec tout le calme du monde. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai décidé qu'il était temps de mesurer les dégâts. Le premier message vocal datait de 14h45 la veille. C'était Agnès. « Maman, qu'est-ce qui te prend? Le gérant dit que le virement n'est pas passé. On est en plein milieu du toast. Réponds. Tu me fais passer pour une idiote. » Le deuxième message était d'Alain. Sa voix tremblait de colère contenue. « Arlette, c'est sûrement une erreur de la banque. Appelez Maître Dumont en urgence. Ils retiennent les plats principaux. Mes associés demandent ce qui se passe. » Vers 16h, les messages n'étaient plus polis. « Tu es une égoïste. Comment tu as pu nous faire ça? On a dû faire une quête parmi les parrains pour payer le droit de bouchon. Les gens s'en vont. Tu m'as ruiné la vie, hurlait Agnès. Je suis allée dans mon bureau. J'ai sorti le dossier bleu, celui des propriétés. La maison où ils habitent, une belle résidence dans le quartier d'Annecy-le-Vieux. Agnès dit toujours « ma maison, mon jardin ». Mais l'acte de propriété était là. La maison est à mon nom. Je la leur ai laissée en prêt à usage gratuit il y a 8 ans. Ensuite, la voiture d'Alain. Ce SUV dernier cri dont il est si fier. J'ai payé l'apport et les mensualités sont débitées automatiquement de mon compte. Puis, les cartes bancaires. Je suis entrée sur la banque en ligne. La carte supplémentaire que j'avais donnée à Agnès pour les urgences du bébé avait des dépenses de spa, de boutiques de luxe, de restaurants gastronomiques. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un magasin de golf. Alain ne joue même pas au golf. La sonnette a retenti. Ce n'était pas une sonnerie normale. C'était un coup long, insistant,
suivi de coups sur la porte. Maman ouvre. On sait que tu es là. C'était la voix d'Agnès. Je ne me suis pas dépêchée. J'ai fermé mon dossier calmement, j'ai lissé ma robe de chambre et j'ai marché vers l'entrée. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là. Agnès avait les yeux gonflés, le maquillage de la veille encore étalé sur ses joues. Alain était derrière, les vêtements froissés, pas rasés, avec une tête de chien enragé. Il n'avait pas le bébé. « Tu peux savoir ce qui te passe par la tête ?» a hurlé Agnès en poussant la porte. « Tu nous as humiliés. On a dû laisser la montre d'Alain en garantie. »« Bonjour à toi aussi, ma fille, » ai-je dit d'une voix douce. « Entrez. Maman, tu dois régler ça. Lionel nous a donné jusqu'à demain lundi midi pour payer la totalité ou il nous attaque en justice. C'est presque 8 000 €, maman. Tu dois nous faire un virement tout de suite. » Je me suis assise dans mon fauteuil et je les ai regardés. « Je ne vais rien payer, Agnès. » Le silence qui a suivi était absolu. Je leur ai montré les documents. « Cette maison où vous vivez est à moi. Demain, mon notaire va entamer les démarches pour mettre fin au prêt à usage. Vous avez 1 mois pour libérer les lieux ou signer un contrat de location. Le loyer sera de 1 500 € par mois, c'est le prix du marché dans ce quartier. Et j'ai besoin des clés de la voiture. Maintenant. » Alain tremblait. Il a sorti les clés de sa poche et les a jetées par terre à mes pieds avec rage. « Ramasse-les, » ai-je dit. « Quoi ? » ?»« Ramasse les clés et donne-les-moi dans la main. Je ne suis pas ta bonne pour ramasser ce que tu jettes. Chez moi, on respecte. » Lentement, avec une humiliation qui lui brûlait les oreilles, Alain s'est baissé, a ramassé les clés et me les a mises dans la main. « Sortez de chez moi. Et ne revenez pas avant d'avoir une proposition sérieuse sur comment vous allez me rembourser tout ce que vous me devez. » Le Café des Arcades est un de ces endroits dans le centre d'Annecy qui sent l'histoire, le bois verni et les grains de café fraîchement moulus. C'est là que je me suis rendue ce dimanche après-midi pour retrouver mes lionnes. Françoise, matriarche des quincailleries, avec ses cheveux blancs coupés au carré et ce regard de faucon qui ne rate rien. Geneviève, avocate à la retraite qui fut la première femme juge du département, crainte pour sa rectitude de fer. Et Dominique, veuve d'un diplomate qui connaît les secrets de chaque famille de la bonne société mieux que le curé de la paroisse. Geneviève s'est penchée vers moi avec une expression grave. « La carte de l'incapacité mentale », a-t-elle dit. « C'est le coup classique des enfants parasites quand on leur coupe les vivres. Ils vont essayer de trouver un médecin corrompu pour signer un diagnostic de démence sénile et demander ta mise sous tutelle. S'ils réussissent, Alain deviendrait ton tuteur légal. Il contrôlerait tes comptes, tes propriétés et même ta liberté. » J'ai eu un frisson dans le dos. « Demain lundi à la 1e heure, nous irons voir le docteur Lefebvre, » a poursuivi Geneviève. « C'est l'expert psychiatrique le plus respecté du tribunal. On va te faire passer une évaluation complète volontaire. On va certifier devant notaire que tu es en pleine possession de tes facultés mentales. » Avec ce papier en main, toute tentative d'Alain de te faire passer pour folle lui reviendra en boomerang sous forme de plainte pour diffamation. Et si jamais il tente quelque chose de physique, tu m'appelles immédiatement. J'ai encore des contacts à la gendarmerie. Ils peuvent intervenir en quelques minutes. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, rassurée. Le lundi matin, j'étais debout à 7 heures. Tailleur gris, chemisier en soie blanche, perles. Mon premier arrêt a été le cabinet du docteur Lefebvre. L'examen a été long. Des questions de mémoire, de logique, de calcul, une analyse de mon état émotionnel. À la fin, le docteur a signé le certificat. « Madame Arlette, vous avez l'esprit plus vif que beaucoup de mes patients de 40 ans. Vous êtes lucide, orientée et avec une capacité cognitive supérieure. Quiconque dit le contraire ment. Je suis sortie de là avec le document dans mon sac comme si c'était un bouclier en diamant. À midi, je suis allée à la banque pour révoquer les procurations qu'Agnès avait sur mes comptes. Mon portable a sonné. C'était Agnès. « Maman, c'est un cauchemar. Je suis au supermarché avec le caddie plein de couches et de nourriture. La carte ne passe pas. Il y a des gens dans la file qui me regardent. Je suis désolée, Agnès. Les cartes supplémentaires ont été annulées samedi. Je te l'avais dit. Mais j'ai besoin des couches pour Théo. Je n'ai pas d'argent liquide. » Alain ne me répond pas. « Tu as 35 ans.
Si tu n'as pas d'argent pour payer, tu devras laisser les articles et rentrer chez toi ou appeler ton mari pour qu'il te dépanne. C'est lui l'homme de la maison, non? Le grand entrepreneur. En fin d'après-midi, j'étais chez moi quand j'ai entendu le bruit d'une voiture freinant brusquement devant la maison, puis des coups violents sur la porte. Arlette ouvrait cette porte. C'était la voix d'Alain, mais il ne semblait pas seulement en colère, il semblait désespéré et ivre. Je me suis approchée de la fenêtre sans me faire voir. J'ai vu qu'Alain n'était pas seul. Il y avait un autre homme avec lui, un type en blouse blanche avec une mallette et deux grands costauds habillés en bleu. Une ambulance privée était garée derrière. Crac. J'ai entendu le son du bois qui se fendait. Alain donnait des coups de pied dans la porte. « Elle est hors d'elle !» criait-il aux infirmiers. « Elle est dangereuse. Vous devez la maîtriser dès qu'on entre. » La porte a cédé avec fracas. Alain est entré le premier, les yeux injectés de sang et une odeur de whisky bon marché. Derrière lui, le soi-disant médecin et les deux infirmiers. « Elle est là. Attrapez-la. » « Stop !» ai-je hurlé de toutes mes forces en levant mon portable pour les filmer. Ceci est une violation de domicile. Je transmets en direct. Un des infirmiers s'est jeté sur moi. J'ai senti ses grandes mains rugueuses m'attraper les bras. La douleur était vive dans mes vieilles articulations. L'aiguille s'approchait de mon bras. À cet instant, on a entendu des sirènes, pas une, mais plusieurs, et très proches. Les infirmiers se sont figés. Le médecin a pâli. J'ai profité de la distraction pour mordre la main de l'infirmier qui me tenait. Il a crié et m'a lâché. J'ai couru vers mon bureau et je me suis enfermée. Le son des menottes qui se referment sur les poignets de quelqu'un est un son métallique, sec et définitif. Clic, clic. Je n'aurais jamais pensé entendre ce son dans mon propre salon, et encore moins que le destinataire serait le père de mon petit-fils. Mais Alain était là, le visage plaqué contre le parquet qu'il avait lui-même sali avec ses chaussures pleines de boue et d'arrogance, pendant qu'un officier de police lisait ses droits. C'est une erreur. Lâchez-moi, je suis un homme d'affaires respectable. Cette vieille est folle, je vous dis, bramait Alain. Geneviève est entrée dans le salon comme un général entrant en territoire conquis. « Officier », a-t-elle dit de sa voix de fer, « assurez-vous d'identifier pleinement ce sujet en blouse blanche. J'ai de forts soupçons qu'il s'agit du docteur Morel, connu pour émettre des ordonnances contre des pots de vin. » Le commissariat de police sentait le café rance, le désinfectant bon marché et le désespoir humain. On m'a installé dans un bureau privé. J'étais en train de finir de signer ma déposition quand j'ai entendu des cris dehors. « Où est mon mari? Je veux voir mon mari et je veux voir ma mère. » C'était Agnès. Elle est entrée comme un ouragan. Elle avait le bébé dans les bras, enveloppé dans une couverture, et elle était décoiffée avec les yeux rouges et gonflés. « Maman. » Sa voix s'est brisée. « Qu'est-ce que tu as fait? Alain dit que tu l'as fait mettre en prison. Il dit que tu lui as tendu un piège. Assieds-toi, Agnès. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux que tu retires les plaintes tout de suite. C'est le père de ton petit-fils. Comment peux-tu être aussi cruel? Il voulait juste t'aider. Il pensait que tu n'allais pas bien dans ta tête. » Geneviève s'est levée lentement. « Madame Agnès, a-t-elle dit d'une voix calme mais autoritaire, je vous suggère de mesurer vos paroles. Votre mari n'a pas essayé d'aider. Votre mari a engagé un médecin radié et 2 voyous pour s'introduire dans une maison privée, droguer la propriétaire et la séquestrer pour forcer une mise sous tutelle. Ça s'appelle un délit grave. Et nous avons des preuves vidéo, audio et des témoins. Maman. » Agnès s'est adressée à moi en changeant de ton, passant de l'accusation à la supplication. « S'il te plaît. » Alain était désespéré. « Tu l'as trop pressé avec l'histoire de la maison et de la voiture. Il s'est senti coincé. Tu sais qu'il est impulsif, mais il n'est pas méchant. Fais-le pour Théo. Regarde ton petit-fils. Tu veux qu'il grandisse avec son père en prison? Agnès, Alain a des dettes de jeu avec des gens dangereux, n'est-ce pas? » Elle a pâli. « Comment tu sais ça? » Elle s'est trahie. Je me suis levée et j'ai marché vers elle. Je me suis arrêtée à 1 mètre de distance. J'ai sorti une grande enveloppe de mon sac. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé méfiante. « Ça, c'est la réalité, Agnès. »« Ta réalité. » Elle a ouvert l'enveloppe. Le premier document était le certificat psychiatrique du docteur Lefebvre. Elle a lu à voix basse. « Tu savais?
Tu savais qu'ils allaient essayer ça? Bien sûr que je le savais. Je te connais, Agnès, et je connais la cupidité d'Alain. Je me suis préparée. Le deuxième document était une copie de la modification de mon testament. Agnès a lu l'entête et ses yeux se sont écarquillés. « Tu m'as déshérité », a-t-elle murmuré. « Pas entièrement. Lis bien. En vertu de la réserve héréditaire française, tu recevras le minimum légal. Le reste va dans une fiducie au nom de Théo, administrée par un conseil externe. Agnès, je t'offre un choix. Tu peux continuer comme tu es et couler, ou tu peux commencer à travailler pour de vrai à la fromagerie. Demain à 6 heures du matin. 1 minute de retard et tu n'entres pas. » Elle a baissé la tête. « D'accord, maman, » a-t-elle murmuré. « J'y serai. On dit que le fromage, pour qu'il soit bon, a besoin de 3 choses fondamentales. Du lait de qualité, des ferments vivants et surtout du temps. Beaucoup de temps et de patience pour l'affinage, pour que la pâte mûrisse avant d'être consommée. Si on le presse, il sort dur, immangeable. Avec les enfants, c'est pareil. Le lendemain de l'arrestation d'Alain, mon réveil a sonné à 4h30 du matin. Je me suis habillée avec mon uniforme blanc, celui que j'avais arrêté de porter depuis des années. Je suis arrivée à la fromagerie principale à 5h15. L'odeur de cave d'affinage et de lait frais m'a accueillie comme une vieille amie. À 5h55, je me suis postée à côté de la pointeuse à l'entrée du personnel. 5h58, rien. 5h59, rien. Et alors, juste quand l'aiguille de l'horloge allait marquer 6 heures, je l'ai vue. Agnès est descendue d'un taxi à la porte. Elle ne portait pas ses talons aiguilles ni ses robes de créateur. Elle avait un vieux jean, un t-shirt blanc simple et des baskets. Elle avait les cheveux attachés en queue de cheval mal faite et le visage lavé, sans une goutte de maquillage. Elle courait vers la porte, essoufflée. « Tu as 30 secondes de retard », ai-je dit sèchement. Elle a dégluti. Le taxi était en retard et Théo était agité avec la nounou. J'ai levé une main pour l'arrêter. « La cuve n'attend pas tes excuses, Agnès. Si le fromage n'est pas retourné à son heure, il est fichu. Si le camion de livraison ne part pas à 7 heures, les clients ne sont pas servis. Ici, tu n'es pas la fille de la patronne. Ici, tu es l'auxiliaire de nettoyage et d'emballage. Et ton service a déjà commencé. Pointe ton entrée et va voir Monsieur René. Il te dira quoi, balayer ?» Elle a baissé la tête. « Oui, madame », a-t-elle murmuré. Elle a pointé sa carte. Les premières semaines ont été un enfer. Elle pleurait dans les toilettes pendant ses pauses, ses ongles se cassaient, son dos lui faisait mal, mais elle revenait toujours. Peu à peu, la routine du travail physique a commencé à faire son effet. 1 mois plus tard, un vendredi de grosse production, la cuve de caillage est tombée en panne. Le technicien mettrait des heures à arriver. Agnès s'est approchée de la machine. « C'est le capteur numérique », a-t-elle dit. « Ce n'est pas mécanique, René, c'est le logiciel. Il s'est bloqué. » Elle s'est penchée, a ouvert le panneau latéral et a commencé à appuyer sur une séquence de boutons. Quelques secondes plus tard, la machine a émis un bip et le moteur s'est remis à ronronner. « Bravo, petite !» a crié Monsieur René. Les mois ont passé. Agnès a demandé le divorce. Elle a obtenu l'autorité parentale exclusive de Théo. Elle a déménagé dans un petit appartement qu'elle paie avec son propre salaire. Le jour du premier anniversaire de Théo, la fête n'était pas au domaine de la Combe. Elle était dans mon jardin. Il n'y avait pas 150 invités, il y en avait 40. Des vrais. Agnès a pris la parole. Il y a 1 an, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai exclu la personne la plus importante de ce monde. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de place pour elle. Mais cette année, j'ai appris que la place d'une mère n'est pas sur une chaise. La place d'une mère est dans les fondations. Maman, tu as construit le sol sur lequel je marche. Et tant que je vivrai, il y aura toujours une place pour toi à ma table, dans ma maison et dans mon cœur. Je me suis levée et nous nous sommes serrés dans les bras. J'ai 69 ans et si quelqu'un me dit encore qu'il n'y a pas de place pour moi, je lui sourirai et je lui dirai « Attention mon petit, le monde est à moi, je te le prête, c'est tout. » Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.